Donc il y a une loi qui est passée en janvier 1973 qui estime que le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. En clair, c'est que l'argent n'est plus créé par l'État. L'État ne peut plus emprunter de l'argent à la Banque de France, que désormais il faut emprunter aux banques privées et donc payer des intérêts sur la dette. Il revient aux banques privées de créer de l'argent. Les familles Rothschild et Rockefeller qui ont également financé la guerre de sécession, la première et la deuxième guerre mondiale. Donc ces banksters, c'est eux qui gèrent. Évidemment, le système est remis en cause. 3 présidents américains sont tués. James Madison, Abraham Lincoln, John F. Kennedy. Sans que la relation de cause à effet puisse être prouvée, on doit remarquer que 3 présidents des États-Unis furent assassinés après avoir remis en question la création monétaire privée. J.F. Kennedy, qui aurait le 4 juin 1963, soit 5 mois avant son assassinat, signé le décret présidentiel 111-110, redonnant au gouvernement américain le pouvoir d'émettre de la monnaie. James Madison. L'histoire relève que les banquiers utilisent toutes les formes d'abus, d'intrigue, de supercherie et tous les moyens violents possibles afin de maintenir leur contrôle sur les gouvernements par le contrôle de l'émission monétaire. Abraham Lincoln. Quand le président Abraham Lincoln a eu besoin d'argent en 1861 pour financer la guerre civile et que les crédits des banques Rothschild, financiers traditionnels des guerres, lui sont devenus trop chers, il a éludé le privilège des banques privées et fait imprimer des billets l'État. Le greenback. Il ne devait pas survivre longtemps à cette démarche téméraire. En 1865, il a été assassiné par un tireur isolé, abattu lui-même lors de sa fuite. Le successeur de Lincoln, Andrew Johnson, a suspendu l'impression des billets pour des raisons inexplicables. J.F. Kennedy. Le prochain président qui a voulu redonner à l'État le monopole de l'impression de billets a été John F. Kennedy. Peu de mois avant son assassinat, Kennedy a semoncé par son père Joseph dans le salon ovale de la Maison Blanche. Si tu le fais, ils te tueront. Mais le président ne s'est pas laissé dissuader. Le 4 juin 1963, il a signé l'acte exécutif numéro 111-110, abrogeant ainsi l'acte exécutif 102-89, remettant la production de billets de banque dans les mains de l'État et privant en grande partie de son pouvoir le cartel des banques privées. Après quelques milliards, 4 milliards de petites coupures nommées United States Notes eurent déjà été mises en circulation et alors que l'imprimerie de l'État s'apprêtait à livrer des coupures plus importantes, Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963, soit 100 ans après Lincoln, par un tireur isolé abattu lui-même lors de sa fuite. La dette française. La dette française appartient à ces banksters. Une étude faite prenant en compte la mise en place en 1973 de cette loi, sur une base de 200, vous pouvez voir très simplement la dette cumulée constatée, celle d'aujourd'hui, avec les intérêts que nous payons à ces banksters, qui s'évalue à 1200 milliards, et la dette cumulée, calculée, sans intérêt. Si l'État avait gardé le droit d'émettre de la monnaie sans intérêt, nous aurions aujourd'hui une dette quasi nulle. La dette française. La dette cumulée aujourd'hui s'estime à 1150 milliards. Les intérêts cumulés depuis 1971 s'estiment à 1142 milliards. C'est-à-dire que la dette d'État est égale à zéro. C'est-à-dire que la dette correspond aux intérêts cumulés versés depuis 1970. Et qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Aujourd'hui, vous pouvez constater une suppression des emplois des enseignants et à tous les niveaux administratifs. Retraite à 70 ans, baisse des soins de santé, précarité, pauvreté, chômage, crise.
générale du niveau de vie. Toutes les fortunes et politiciens le savent. Napoléon Bonaparte. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non le dirigeant du gouvernement qui contrôle la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. Mayer, Rothschild. Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font les lois. Thomas Jefferson, président des États-Unis. Je considère que les institutions bancaires sont plus dangereuses qu'une armée. Si jamais le peuple américain autorise les banques privées à contrôler leur masse monétaire, les banques et les corporations qui se développent autour d'elles vont dépouiller les gens de leurs biens jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans domicile sur le continent que leur père avait conquis. Création de la Fed en 1913. La Fed est privée. Henry Ford. Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. La réforme monétaire, comme la réforme électorale, ne sera pas facile, car les intérêts puissants qui bénéficient du système feront l'impossible pour conserver l'avantage. Sachant que l'argent n'est qu'une idée, et qu'en réalité, l'argent est uniquement ce qu'on fait de lui, voici une option simple à considérer. Le modèle suivant est basé sur des systèmes qui ont fait leurs preuves en Angleterre et en Amérique, mais qui ont été déstabilisés et détruits par les banquiers et leurs réserves fractionnelles. Pour créer une économie basée sur de l'argent permanent et libre d'intérêt, il suffirait que le gouvernement crée de l'argent et le dépense dans l'économie, de préférence dans des infrastructures durables comme les routes, les chemins de fer, les ponts, les ports et les marchés publics. Cet argent ne serait pas de l'argent dette, ce serait de l'argent valeur, qui aurait la valeur des infrastructures financées. Si ce nouvel argent facilitait une croissance proportionnelle du commerce, il ne causerait pas d'inflation du tout. Mais si les dépenses gouvernementales causaient l'inflation, deux interventions seraient possibles. L'inflation équivaut en fait à une taxe forfaitaire sur l'argent. Que l'argent perde 20% de sa valeur ou que le gouvernement nous taxe de 20%, l'effet sur notre pouvoir d'achat est exactement le même. Vu de cette manière, l'inflation pourrait remplacer la taxation, à condition de rester limitée et d'être utilisée à bon escient. Le gouvernement pourrait aussi choisir de lutter contre l'inflation en percevant des taxes qu'il retirerait ensuite de la circulation, réduisant ainsi la quantité d'argent pour restaurer sa valeur. Pour contrôler la déflation, c'est-à-dire la chute des salaires et des prix, il suffirait que le gouvernement dépense plus et mette plus d'argent en circulation. Sans la concurrence des dettes privées, les gouvernements auraient le contrôle des réserves d'argent de la nation. Le public serait donc qui blâmer si les choses allaient mal. Les gouvernements prendraient le pouvoir ou perdraient le pouvoir en fonction de leur capacité à maintenir la valeur de l'argent. Les gouvernements fonctionneraient surtout grâce aux taxes, comme maintenant, mais ces taxes auraient beaucoup plus de pouvoir financier, puisqu'il n'y aurait plus d'intérêt à payer. Il n'y aurait plus de dette nationale si le gouvernement crée uniquement l'argent dont il a besoin. Notre servitude collective et perpétuelle envers les banques, à cause de la dette gouvernementale, prendrait fin.
Je profite de mon dernier discours en tant que président du Front National pour appeler les peuples d'Europe à retrouver leur âme, celle-ci, celle éprise de liberté, condition si précieuse qu'elle seule distingue l'homme de l'animal, le libre arbitre, au-delà des contingences naturelles. Je réitère aux peuples d'Europe et même au-delà à tous les peuples du monde qui souffrent, atteints dans leur culture, dans leur langue, dans leur mode de vie, parfois dans leur chair, par les partisans d'un empire global dont le seul mot d'ordre est le profit immédiat, patriotes de tous les pays, unissez-vous. Les clés de la réussite, de la prospérité, du rayonnement et de la grandeur française sont donc entre nos mains et dans nos cœurs. Nous avons toutes les raisons de retrouver la fierté de ce que nous sommes, de cette France éternelle qui fait vibrer l'humanité tout entière depuis des siècles et dont nous sommes les héritiers. Menons dès aujourd'hui ce combat pour la France. Soyons chaque jour plus nombreux, plus forts, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos villages. J'appelle le peuple de France à nous rejoindre de toutes ses forces, de toute son énergie et de tout son cœur, à tous les Français et à vous mes amis. Je vous le dis, les plus beaux jours sont ceux que nous allons vivre. Vive le Front National!